Le chef du Conseil national de sécurité iranien a averti les États arabes que ce que fait l'Iran vise les bases américaines situées dans leur pays. Et comme l'Iran ne reconnaît pas ces bases comme faisant partie de leur territoire, il les considère comme faisant partie des États-Unis, c'est pour cela que l'Iran les attaque. Pensez-vous, avez-vous le sentiment que l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis pourraient rejoindre le conflit? Ce n'est pas impossible, mais il est évident que l'Iran a parfaitement le droit de frapper tous ces pays, car il ne s'agit pas seulement de bases américaines. Ils ont des actifs dans différentes régions du pays et dans la ville. La CIA a ses bureaux, l'armée américaine a les siens, Trump a les siens, et Witkoff et d'autres ont leurs propres intérêts. Ce sont les ennemis. L'ennemi bombarde l'Iran et utilise ces pays. Ils sont tous complices, chacun d'entre eux. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire « je suis neutre » tout en laissant son territoire être utilisé contre ses voisins. Ce n'est pas acceptable. L'Iran va donc s'en occuper, et il s'en occupe déjà. Mais ne vous y trompez pas. Si les Émirats arabes unis s'en prennent à l'Iran, ce sera la fin des Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite n'est pas en position de combattre l'Iran. Je veux dire, qu'est-ce que l'Arabie saoudite pourrait apporter ou ajouter à ce que les États-Unis font déjà? Mais l'Arabie saoudite, si elle est frappée par l'Iran, est très vulnérable. C'est un désert avec du pétrole. Vous savez, l'Occident aime qualifier la Russie de station-service. Eh bien, si un pays mérite cette étiquette, même si ce n'est pas tout à fait exact, ce serait l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite dépend entièrement de ses exportations de pétrole, et elle est donc totalement vulnérable. Alors, s'ils ne veulent pas que l'Iran frappe, ils devraient expulser toutes ces forces américaines. Toutes les forces américaines, si elles quittent l'Arabie saoudite ou les Émirats, alors c'est terminé. Il n'y a pas de problème. Mais elles mènent la guerre contre l'Iran en utilisant leur territoire, en utilisant leurs bases aériennes en Arabie saoudite en particulier. Elles utilisent les bases aériennes des Émirats. Elles disposent de toutes sortes d'installations, de collecte et de surveillance du renseignement en dehors des bases militaires. Ce n'est pas acceptable. Cela revient à participer à une guerre contre le pays. Nous verrons donc ce qui se passera avec l'Arabie saoudite et les Émirats. Mais s'ils font un geste insensé, ils donneront à l'Iran le droit de les traiter d'une manière très différente de celle qu'il adopte actuellement. J'ai oublié de te demander. Beaucoup de personnes dans notre public ne savent pas ce qui se passe en Iran en l'absence du guide suprême. Qui dirige le pays pendant son absence? Tu sais, Nima, tu le sais déjà, et je t'ennuie sûrement. Mais la constitution iranienne est très sophistiquée. L'Occident aime présenter toutes les entités non occidentales comme peu sophistiquées, alors qu'il se considère lui-même comme le modèle de sophistication. La constitution iranienne est très élaborée, et elle a très bien fonctionné depuis 47 ans. Après la disparition de l'imam Khomeini en 1989, après la guerre, dès le lendemain, nous avons eu l'ayatollah Khamenei comme dirigeant, choisi par le Conseil des experts, un organe élu qui désigne et peut aussi révoquer un dirigeant. À l'époque, nous avions eu l'assassinat du président et du premier ministre en même temps. C'était un événement majeur. À l'époque, la Constitution était un peu différente. Nous avions un premier ministre et ils ont tous deux été assassinés ensemble. Nous avons organisé de nouvelles élections. Nous avons traversé de multiples crises, car l'Occident a toujours cherché à nous nuire. Pourquoi? Parce que nous avons été indépendants, parce que nous avons été pro-palestiniens, parce que nous avons soutenu les mouvements de libération à travers le monde, en Afrique australe, en Amérique latine, et ainsi de suite. Nous avons œuvré contre l'Empire.
Ainsi, dès le début des années 1980, l'Iran soutenait la résistance au Liban pour expulser les Israéliens, car ces derniers avaient occupé le Liban et pris la capitale en 1982. Nous avons donc traversé de nombreuses crises. La Constitution est très claire. Lorsque nous perdons le dirigeant, qu'il décède ou qu'il soit martyrisé, comme ce fut le cas de l'ayatollah Khomeini, un conseil est formé, composé d'un représentant du Conseil des gardiens, qui est différent du Conseil des experts, ainsi que du président et du chef du pouvoir judiciaire. Ils forment un conseil qui dirige le pays jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant soit choisi. Qui choisit le dirigeant? Le Conseil des experts, un organe élu composé de hauts spécialistes du droit islamique et de la jurisprudence, un peu comme des juristes, en quelque sorte. Ainsi, pour le moment, ce conseil gérera les affaires. Et ensuite, lorsque le nouveau dirigeant sera choisi, il prendra la relève et aura la même autorité que l'ayatollah Khamenei. Je pense que nous aurons une continuité. Le prochain dirigeant poursuivra des politiques similaires à celles de l'ayatollah Khamenei. Le président, contrairement à ce que certaines personnes croient, je les vois le dire en ligne, est très proche du dirigeant, tout comme le chef du pouvoir judiciaire et le représentant du Conseil des gardiens. Ils sont tous proches du dirigeant. Donc je pense que nous allons voir une continuité jusqu'à l'arrivée du nouveau dirigeant, et ensuite nous aurons encore une continuité. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Je suis optimiste. Je pense que, ironiquement, le martyre de l'ayatollah Khamenei va renforcer l'Iran et la résistance, car cela a provoqué la colère de l'Iran et de personnes au-delà de ses frontières. Regardez ce qui se passe en Irak, par exemple, et au Pakistan. C'est une force avec laquelle les Américains devront composer dans les jours et les semaines à venir à travers l'Asie occidentale en temps de guerre. Cela a rendu les Iraniens ordinaires encore plus déterminés qu'auparavant. Partout à Téhéran, il y a eu des cérémonies de deuil dans différents quartiers de la ville, spontanées, commençant vers 4 ou 5 heures du matin. Des gens sortant d'eux-mêmes en grand nombre. Beaucoup de personnes étaient déjà sorties tard la nuit dernière pour soutenir l'État, mais elles ne savaient même pas encore qu'il avait été martyrisé à ce moment-là. Alors, les gens sont restés éveillés jusqu'au matin, puis dès l'aube, ils étaient dans les rues. Voilà l'ambiance. Maintenant, l'Occident voudrait se concentrer sur ceux qui n'aiment pas la révolution islamique et la résistance et qui soutiennent le régime israélien ou les États-Unis. Mais c'est une petite minorité. On les voit sur les campus, on les voit à différents endroits. Ils ne sont pas significatifs. Et maintenant, ils sont encore moins nombreux après la guerre. Quand certains de ces gens, qui pensaient être, vous savez, juste des jeunes naïfs, ils regardent les médias occidentaux et se disent « oui, nous voulons apporter la liberté », et ainsi de suite. Et puis la première chose qui arrive, c'est qu'ils massacrent. C'était quoi? 165 enfants dans une école à Minab. Des petites filles dans une école primaire. Est-ce que tu vois les médias occidentaux en faire tout un drame? Et puis je crois presque 20 filles dans un gymnase qui s'entraînait au volleyball. Je sais que ces gens liés à Epstein ont une obsession avec les filles, alors ils les ont massacrées. Et les gens voient ça. Les gens voient ce qu'ils ont fait à ces petites filles, comment ils les ont massacrées, et comment ils n'ont ni honte, ni regret, ni excuse, rien. Les médias occidentaux les ignorent, mais préfèrent prétendre que des milliers de, je ne sais pas, manifestants pacifiques se font abattre dans les rues à une époque où il n'y avait pas d'Internet et où ils ne pouvaient même pas savoir ce qui se passait en Iran. Ils formulaient ces fausses accusations comme si elles étaient réelles, mais ils ont ignoré cela.
Ainsi, certaines personnes, même celles influencées par l'Occident, pas toutes bien sûr, mais certaines, préfèrent simplement fermer les yeux, comme ces salafistes qui sont hostiles à l'Iran quoi qu'il arrive. Même quand Trump dit « j'ai installé », je crie haut et fort, ils continuent à dire « non, non, il est bien ». Peu importe les preuves qu'on leur montre que tout cela était un complot de la CIA pour aider le régime israélien, ils ne l'accepteront pas. Ces gens-là, parce qu'ils sont profondément sectaires et irrationnels, ressemblent à certains de ces gauchistes en Europe qui ont toujours été hostiles à l'Iran. Ils rejoignaient les mouvements pacifistes pour arrêter la guerre contre Saddam Hussein, dont je faisais partie, et l'Iran s'opposait aussi à cette guerre. Le cheikh Hassan Nasrallah s'opposait également à la guerre. Il en parlait ouvertement, tout le monde le faisait, et je faisais partie de ce mouvement. Mais ces gauchistes, surtout les Européens, rejoignaient les mouvements pacifistes. Et pourtant, dans le cas de la Syrie, comme c'était d'une certaine manière lié à l'Iran, ils ont fini par soutenir la CIA. Il y a donc des gens, qu'il s'agisse de ces groupes takfiri ou salafistes, des gauchistes occidentaux ou de ces libéraux iraniens qui ferment les yeux quoi qu'il arrive. Ils ne veulent jamais voir la réalité. C'est une perte de temps de discuter avec eux. Mais les gens, après son martyre, sont devenus plus déterminés. Et je pense que cela a été une grave erreur de calcul. Il a obtenu ce qu'il voulait, sans aucun doute. Il l'avait déjà dit à de nombreuses reprises. Mais cela a renforcé la détermination du peuple iranien. Cela a suscité un soutien accru pour l'axe de la résistance au-delà des frontières de l'Iran, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Je considère donc cela comme un échec pour l'Occident. Professeur, quelle est la stratégie actuelle de l'armée iranienne et des gardiens de la révolution ensemble? Le détroit d'Ormuz est fermé et nous avons vu beaucoup d'images en provenance d'Israël. L'Iran frappe Israël d'une manière dont il n'a jamais été frappé auparavant. Alors, quelle est la stratégie? Est-elle centrée sur le détroit d'Ormuz et sur Israël ou vont-ils également viser les Américains? Eh bien, tu sais, Nima, toi et moi avons discuté de ces sujets pendant de nombreux mois, et tes autres invités aussi. Mais tu vois à quel point les médias et les analystes occidentaux sont surpris par la résilience de l'Iran et par la manière dont l'Iran riposte, surtout dans le Golfe Persique. Ils ne devraient vraiment pas être surpris. Nous en parlons depuis longtemps. Personne parmi les spectateurs de ton émission ne serait étonné que l'Iran frappe des cibles ou des intérêts américains dans la région du Golfe Persique. Et nous ne devrions pas non plus être surpris qu'ils aient fermé le détroit d'Ormuz. Cela montre simplement le degré d'ignorance parmi les analystes occidentaux de l'Iran et les analystes occidentaux en général, ainsi que leurs politiciens et dirigeants, qu'ils soient surpris alors que rien de ce qui se passe en ce moment ne devrait te surprendre, ni moi d'ailleurs. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Je pense que l'Iran fait la même chose qu'il a faite pendant la guerre de 12 jours. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, ni quels sont les plans, évidemment, mais je pense que l'Iran augmente lentement la pression. Cela t'enlève progressivement plus difficile, Ford. Alors, vous avez vu un navire touché aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz et un autre navire, je crois, a été frappé juste avant que l'Iran ne commence. Et puis, il y a le ciblage, en particulier, des Émirats. L'attention est portée sur les Émirats. Pourquoi? Parce que les Émirats sont les plus proches du régime israélien et qu'il y a là-bas de nombreux atouts israéliens et américains, le Mossad, la CIA, l'armée et ainsi de suite. Et aussi, comme nous en avons déjà parlé, les capacités de missiles de l'Iran sont extraordinaires.
L'Iran ne possède pas seulement 2000 missiles. Je crois que c'est ce qu'ont dit les Israéliens, ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais le nombre de missiles iraniens capables de frapper Israël est bien plus élevé. L'Iran augmente donc progressivement son arsenal de missiles. Ils ont commencé avec de vieux drones. Si tu regardes, je ne suis pas sûr à 100%, mais à 95%, l'installation radar qui a été frappée dans le golfe Persique a été touchée par de vieux drones. Beaucoup des installations visées ont également été attaquées par des drones, et les Américains n'ont pas pu les arrêter, ce qui en dit long sur les défenses aériennes. Les défenses aériennes dans le golfe Persique n'étaient pas efficaces. L'Iran utilise de vieux drones et de vieux missiles, avec quelques missiles plus récents ici et là, mais en gros, ce sont les missiles de première génération qui sont employés. Et ils passent. Ils épuisent également les défenses aériennes du régime israélien et des Américains. On observe donc le même schéma que la dernière fois, sauf que cette fois, l'Iran affronte un ennemi bien plus puissant, car les États-Unis sont beaucoup plus forts que le régime israélien. Et le pouvoir du régime israélien est le pouvoir des États-Unis. Sans le soutien des États-Unis, cela s'effondrerait en quelques semaines. Je pense donc que l'Iran intensifie la pression dans le golfe Persique. Nous devrons voir ce qui se passera à l'ouverture des marchés lundi matin. Cela commence en Asie de l'Est et en Australie, et ainsi de suite. Nous devrons voir ce qui se passera lundi, ce qu'il adviendra du prix du pétrole et du gaz, et ainsi de suite. Les Iraniens augmentent progressivement la pression. Ils ne veulent pas provoquer une crise mondiale. Ils ne veulent pas détruire l'économie mondiale. L'Iran ne voulait pas de la guerre au départ. Aucun de nous ne veut la guerre, mais si elle t'est imposée, tu te bats. Et l'Iran ne veut pas faire s'effondrer l'économie mondiale. L'Iran n'a pas ce genre de cruauté que possède la classe Epstein. L'Iran n'a aucune cruauté. L'Iran veut que l'économie mondiale fonctionne. Mais l'Iran va continuer à accroître la pression sur les États-Unis. Et plus la pression augmentera, plus la communauté internationale exercera de pression sur les États-Unis et plus les Américains feront pression sur le régime Trump. Je pense déjà que cette pression augmente aux États-Unis. Je ne dis pas que cela mènera quelque part, mais ce que l'Iran veut faire, c'est accumuler la pression, et le temps joue en faveur de l'Iran. Car pour les Américains, logistiquement, il est très difficile, voire presque impossible, pour les États-Unis de soutenir cette guerre très longtemps. Mais c'est le terrain de l'Iran, et n'oublions pas que l'Iran a des alliés régionaux. Et une autre chose, je veux dire, nous soutenons l'axe de la résistance pour des raisons idéologiques parce qu'ils sont opprimés. Quand les Américains ont occupé l'Irak, bien sûr que nous allions soutenir le peuple irakien. Et c'est la même chose en Afghanistan, et ainsi de suite. Mais aussi, ceux qui, vous savez, maintenant, quand l'Iran est confronté à un ennemi, ces mêmes alliés disent « nous soutiendrons l'Iran ». Et donc, ces libéraux en Iran qui ont toujours dit « pourquoi soutenons-nous ces entités en dehors de l'Iran ?» voient maintenant que même si l'on considère la question d'un point de vue purement pragmatique et non moral ou idéologique, cela a du sens. Pour nous, c'est les deux. Pour nous, sans moralité, la vie n'est rien. C'est ce qui nous rend si différents. C'est ce qui fait de nous l'axe de la résistance face à l'axe Epstein. Parce que pour nous, la moralité compte. Notre politique doit avoir une dimension morale. Notre existence doit être guidée par la moralité, au niveau individuel, communautaire et social. Les Iraniens ont des alliés dans toute la région, et ils peuvent donc exercer une pression avec leurs alliés sur plusieurs fronts. Pour eux, c'est aussi une question existentielle, car ils savent que si l'Iran est, Dieu nous en garde, vaincu, ils seront tous vaincus. Et ne doutez pas que si l'Iran échoue, ce sera une très mauvaise nouvelle pour la Chine et la Russie.
Donc, c'est politique que j'observe. Bien qu'il ne se soit écoulé qu'1 jour et demi, et que je ne veuille pas trop généraliser, me semble assez similaire à ce que nous avons vu pendant la guerre de 12 jours. Sauf que cette fois, les choses avancent à un rythme plus rapide. Parce qu'à cette époque, la réponse iranienne avait été lente. Cette fois, elle a été très rapide, très ferme, et sur plusieurs fronts. Il ne s'agit pas seulement du régime israélien, mais aussi de l'Iran dans le golfe Persique. Non seulement dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, mais également de l'autre côté du golfe. C'est donc un pays qui mène une guerre sur plusieurs fronts contre un ennemi très, très puissant. Je trouve cela extraordinaire. Et bien sûr, c'est là toute la brillance de l'ayatollah Khamenei. Mais encore une fois, nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura de la douleur et de la souffrance. La guerre est une chose terrible. Et les États-Unis et les Israéliens, eh bien, ils ont bombardé Téhéran aujourd'hui de manière assez sévère. L'armée de l'air iranienne, d'ailleurs, a mené aujourd'hui d'importantes frappes aériennes dans la région du golfe Persique. Très impressionnant. Les Américains n'ont pas pu les empêcher, pas plus que le régime israélien. Mais en tout cas, la guerre reste la guerre. Je pense que l'Iran gère bien la situation et qu'ils vont progressivement resserrer l'étau autour de Trump. Espérons que la pression aux États-Unis augmentera afin que cette guerre prenne fin plus tôt que tard. Mais l'Iran se battra aussi longtemps qu'il le faudra pour infliger une défaite stratégique aux États-Unis et au régime israélien, ou plutôt devrais-je dire au régime Trump et au régime Netanyahou, ou le régime Epstein. Ou quel que soit le nom que vous souhaitez lui donner, ils leur infligeront cette défaite, si Dieu le veut. Nous avons appris du ministre iranien des Affaires étrangères que l'Iran n'a besoin de l'aide de personne et ne demande l'aide de personne pour le moment. Mais voyez-vous un scénario dans lequel l'Iran pourrait demander à ses alliés dans la région de l'aider à se montrer plus ferme envers les États-Unis? Je pense qu'ils deviennent déjà plus impliqués de leur propre initiative. Mais si les tensions s'intensifient et que l'Iran est contraint d'agir plus durement dans la région du golfe Persique et contre le régime israélien, les Américains et les Israéliens pourraient accroître. Enfin, les Américains pourraient accroître la pression autant qu'ils le peuvent. Et donc, à ce moment-là, les alliés régionaux de l'Iran, pour moi par exemple, disons, revenons à l'Arabie saoudite. Si les Saoudiens font quelque chose de stupide, alors il y a le Yémen. La pression monte déjà en Irak et au Yémen. Mais cela pourrait aller bien plus loin. Je pense qu'ils sont tous dans une coordination lâche. Ils resserrent les vis sur tous les fronts, lentement. Mais la plupart des capacités de l'Iran, NIMA, sont cachées. Dans une large mesure, les bases de missiles iraniennes n'ont pas été touchées. Elles n'ont même pas été utilisées. L'Iran n'utilise qu'un certain nombre de ces bases, comme lors du précédent cycle. Il planifie donc sur le long terme, mais il pourrait aussi commencer à utiliser ces bases dès maintenant. Ils peuvent intensifier rapidement ou le faire progressivement. Pour le moment, je pense que l'escalade est graduelle. À moins que les États-Unis ne fassent quelque chose de stupide, ou que les Émiratis, les Saoudiens ou les Israéliens ne fassent quelque chose de vraiment stupide, alors les Iraniens intensifieraient très rapidement. Et c'est à ce moment-là, je pense, que l'économie mondiale s'effondrerait soudainement. Nous avons eu Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, menaçant l'Iran, disant qu'ils allaient rejoindre le combat. Mais pour l'Iran, lorsqu'il s'agit du Royaume-Uni, qui est le Royaume-Uni dans l'ensemble du calcul en Asie de l'Ouest? Comment l'Iran perçoit-il le Royaume-Uni?
Le Royaume-Uni est un régime en plein effondrement. Starmer n'a aucune crédibilité dans son propre pays. Il est profondément méprisé et son parti est très impopulaire. Il a déjà largement assez à faire avec l'Ukraine. Et bien sûr, il a aidé les Israéliens à mener le génocide en effectuant des vols de renseignements au-dessus de Gaza au cours des 2 dernières années environ. C'est donc un véritable monstre, mais il n'y a rien qu'il puisse ajouter à ce que les États-Unis font déjà. Il est déjà très difficile pour les États-Unis de poursuivre ce combat. C'est très coûteux, car ils doivent maintenir leurs moyens à grande distance, donc ils doivent voler et se ravitailler, et au retour, ils doivent se ravitailler à nouveau. Ce n'est pas comme lorsque les Iraniens ont mené des frappes aériennes contre des cibles américaines dans le golfe Persique ce matin. Ils ont volé, ils ont frappé, ils sont revenus. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne pour les Américains ou le régime israélien. Donc c'est bien plus coûteux. Il faut mener davantage de missions. Chaque sortie a moins d'impact. Et les avions ont besoin de révision, de réparation. Je veux dire, je ne suis pas un expert en la matière, mais ce n'est pas viable. Et bien sûr, la logistique est un cauchemar. Ils doivent sans cesse acheminer du matériel depuis les États-Unis. Ils ont déjà dépensé plusieurs milliards de dollars sans même tirer de missiles, simplement pour amener tous ces moyens ici et les entretenir. Le Royaume-Uni ne peut donc rien faire de particulier, pas plus que les Saoudiens ou les autres. En fait, les soldats des Émirats se tireraient une balle dans le pied s'ils s'impliquaient.